Et alors maintenant, c'est le moment magique, le moment attendu où on accueille Paul, notre ami de cœur, et France Olivier, qui est vraiment quelqu'un qu'on attendait depuis très, 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 très longtemps en Israël. Et on vous laisse la parole. The floor is yours. Merci Claude, Jean-Claude et Jean-Jacques pour cette introduction. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel échange, ce deuxième échange entre Netanya, où se trouve Claude, Ashdod, où se trouve Jean-Claude, Tel Aviv, où se trouve Jean-Jacques, Paris, où je me trouve, et Marseille, où vous trouvez Franz-Olivier Gisbert. Nos amis zoomers qui vous regardent et qui vont vous écouter ne le savent peut-être pas, mais vous vivez à Marseille, et cela bien avant votre nomination à la tête du journal de la Provence. Pourquoi Marseille? Alors, pourquoi ce jeune Normand, d'un père américain, d'une mère française, né aux États-Unis, éduqué d'abord en Normandie, choisit-il Marseille? C'est très simple. D'abord, bonsoir à tous. Bonsoir Paul, bonsoir Claude, bonsoir à tous, et je suis très heureux d'être là. Et pour répondre à cette question, c'est très simple. J'ai 18 ans. D'ailleurs, on se connaissait, on était à l'école ensemble à peu près à la même époque. Donc, c'est un petit peu avant qu'on se connaisse. Je me souviens, j'étais venu à Marseille sur le Vieux-Port, hein, et je m'étais dit, et c'est là qu'il faut que je vive. Bon. Puis après, il y a toute une série d'événements qui ont fait que je devais m'installer, et puis finalement, ça ne se faisait pas des histoires de boulot. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, bien avant de la prendre, d'ailleurs, je dirais au début des années 2000, j'ai commencé à m'installer là. J'ai un petit appartement, et puis peu à peu, ça s'est agrandi. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, Marseille, c'est ma résidence principale, et je suis marseillais déjà depuis une quinzaine d'années. Et Paris ne vous manque pas? Pas du tout. Il faut y aller pour le boulot. Donc, j'y vais évidemment avec des semelles de plomb. Et dès que je peux repartir, je suis content. D'ailleurs, c'est vrai que je retrouve toujours le sourire à Marseille. Paris, c'est une ville, c'est une capitale. C'est comme toutes les capitales. C'est comme New York. New York n'est pas une capitale. On se comprend. Ce sont des villes où les gens travaillent énormément. Il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup d'agressivité. Et Marseille, c'est vrai que de ce point de vue, c'est très différent. Alors, Franz, vous l'avez rappelé, on a fait nos études ensemble. Nous sommes tous deux journalistes, donc accros à l'actu, et l'actu du jour. Claude l'a évoqué tout à l'heure, elle est évidemment incontournable. C'est le procès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour fraude, corruption, abus de confiance. Il s'est ouvert aujourd'hui, il a été aussitôt ajourné, mais évidemment, il reprendra, même si on ne connaît pas la date de la reprise. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'à votre avis, ce procès témoigne de la force incroyable de la démocratie israélienne et de sa justice? Ça, vous avez raison, absolument. Bon, en même temps, c'est vrai que moi, c'est très difficile de commenter. On dit toujours c'est difficile de commenter une décision de justice, encore plus difficile de commenter un procès avant qu'il ait lieu, s'il a lieu. C'est très difficile pour notre très simple, c'est qu'on le voit, on l'a vu encore récemment, enfin on le voit régulièrement. C'est-à-dire quelqu'un qui est accusé peut très bien sortir blanchi. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de cette affaire. C'est vrai qu'elle est un peu compliquée. C'est pas une somme considérable, hein. C'est 700 000 shekels, c'est-à-dire 180 000 euros. Enfin, en matière de corruption, dans d'autres pays, par exemple la France, vous savez très bien qu'on fait beaucoup mieux. C'est-à-dire on multiplie par 10, sinon par 100. Là, c'est tout à fait autre chose. On voit bien, sont plutôt, si c'est le cas, ce sont plutôt des échanges de bons procédés, des petits cadeaux. Enfin, c'est quelque chose de différent des grosses affaires de corruption qu'on a pu connaître en France ou aux États-Unis, par exemple. Oui, et je disais force de la démocratie israélienne, oui, parce que le Premier ministre ne bénéficie bien sûr, d'aucune immunité judiciaire, oui, contrairement évidemment à la France. Contrairement à ce qui se passe en France, bien sûr. Contrairement à ce qui se passe en France, mais c'est vrai que peut-être qu'Israël va réfléchir là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, il y a une grande tentation pour tous les citoyens qui prennent d'ailleurs de plus en plus de pouvoir, et ce n'est pas une mauvaise chose, de faire des procès. Par exemple, vous savez très bien qu'aujourd'hui en France, avec l'affaire du Covid-19, il y a une grande partie des actes du Premier ministre ou du Président de la République qui sont liés à l'idée que, enfin, le Président de la République, ce sera pour plus tard, parce qu'il ne peut pas être attaqué pendant son mandat. Mais en tout cas, le Premier ministre, il peut être attaqué maintenant, très vite, et ils ont peur, quoi. C'est clair que les politiques aujourd'hui ont peur de la justice. Est-ce que c'est une bonne chose?
moi, je pense qu'il y a quand même des limites. C'est-à-dire que je pense que c'est une erreur de fixer, par exemple, le principe de précaution dans la Constitution française, comme c'est le cas, parce que, bon, nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire nous sommes par définition des mortels. Alors, évidemment, on doit surveiller les politiques, mais ils ne sont pas responsables de tout. Voilà. Voilà, on aura l'occasion évidemment de parler du virus et de ses conséquences tout à l'heure dans la seconde partie de l'entretien. On va rester, si vous le voulez bien, au Proche-Orient. À votre avis, ce procès ne risque-t-il pas d'affaiblir les dirigeants israéliens et Israël dans la mesure où ils ont un projet extrêmement précis, celui d'annexer la vallée du Jourdain, de nombreuses implantations créées par des Israéliens, et on voit la sévérité de l'Europe à l'égard d'Israël qui menace Israël même de sanctions si Israël va jusqu'au bout de ce projet. Qu'en pensez-vous? C'est très compliqué parce que, évidemment, a priori, si vous voulez, comme citoyen, moi, je suis resté nostalgique de la grande période Rabin-Pérez. Moi, j'étais mais fou de joie. D'ailleurs, je connaissais très bien Shimon Peres. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer longuement. Enfin, je l'ai croisé, je lui serré la main plusieurs fois, Rabin. Mais j'étais comment dire, je trouvais que c'était formidable. Ce qui est vrai, c'est que, évidemment, les Palestiniens et les Arabes, mais les Palestiniens surtout, ils ont oublié de tendre la main, comme d'habitude. Et bon, l'affaire a finalement mal tourné avec l'assassinat de Rabin. C'est sûr que la politique de Netanyahou aujourd'hui, moi, franchement, ce n'est pas une politique qui me plaît, mais en même temps, on ne voit pas toujours ce qu'il pourrait faire d'autre dans la mesure où en face, il y a un mur. Et je crois que c'est le gros problème aujourd'hui des Palestiniens et, je veux dire, derrière des Arabes qui les manipulent, ou derrière des Iraniens, parce qu'ils sont là derrière à travers le Hezbollah. Mais c'est vrai que quand les Israéliens se trouvent face à des Palestiniens soi-disant représentés par Hamas qui veut leur destruction et l'autorité palestinienne qui n'a aucune crédibilité, d'ailleurs les deux n'en ont aucune, c'est très compliqué, quoi. C'est, pour discuter, pour négocier, il faut être deux. Donc il n'y a pas de négociation. Et donc effectivement, aujourd'hui, on va vers cette colonisation d'une partie de la Cisjordanie, du côté entre le lac Tibériade et la mer Morte. Ça fait quoi, 600 000 personnes? C'est beaucoup. Je trouve, enfin voilà, c'est sûr, c'est difficile de se prononcer comme ça de but en blanc. Vous voyez bien que j'ai des hésitations. Moi, je suis partisan d'Israël. En même temps, voilà, je rêve toujours d'une négociation terminale, celle dont rêvaient les deux. D'ailleurs, c'était l'alliance de la carpe et du lapin. C'était formidable quand on connaissait bien Pérez, comme c'était mon cas, et qu'on connaissait par personne interposée Rabin, que je répète, j'avais dû d'ailleurs sans doute déjeuner vaguement une fois avec lui, avec François Mitterrand, dans une internationale socialiste, mais enfin, je n'avais pas vu plus que ça. Et c'est vrai que je trouvais qu'ils avaient un projet tous les deux, et c'était la carpe et le lapin, ou l'eau et le feu. Et ils ne s'entendaient pas bien, mais ils étaient d'accord pour aller au bout de ce projet. Je trouvais ça formidable, et je ne vois pas comment les Palestiniens auraient pu tenir pendant très longtemps. Bon, hélas, l'assassinat de Rabin a empêché les choses de se faire. Et là, aujourd'hui, on est dans une autre stratégie. Et en même temps, les Palestiniens, à un moment donné, il faudra qu'ils comprennent aussi qu'ils sont responsables. Ils sont responsables parce qu'à force de ne pas avoir de dirigeants crédibles, et je ne dis pas ça parce qu'ils sont extrémistes, je dis juste parce qu'ils ne sont pas représentatifs, on le sait très bien. Hein, c'est un mélange de corruption, de gens qui sont autoproclamés. Enfin, voilà, il y a un problème de représentation des Palestiniens, c'est évident. Ils vont finir par s'en rendre compte un jour. En tout cas, pour l'instant, c'est sûr qu'il est impossible de rien faire avec eux. C'est affreux. À vous entendre, on voit l'importance de la sémantique. Vous venez de dire, en parlant de la vallée du Jourdain et des implantations Cisjordanie. Vous savez qu'en Israël, de très nombreux Israéliens disent Judée-Samarie. Tout simplement parce qu'ils connaissent leur histoire et qu'ils précisent et qu'ils rappellent qu'autrefois, cette Judée-Samarie était une terre juive et qu'en reprenant le contrôle de la vallée du Jourdain, ils ne font en quelque sorte que reprendre leur dû. D'où l'importance de la sémantique. Et pourquoi je l'évoque? Parce que vous-même, vous avez surpris d'ailleurs, y compris moi-même, parce que ce n'était pas du tout votre terrain de jeu journalistique jusqu'à présent. Votre terrain de jeu, c'était la politique intérieure française. Et Dieu sait si vous avez écrit de nombreux bouquins sur notamment les présidents. Et tout d'un coup, un jour, vous avez surpris le monde journalistique et le nôtre, et peut-être politique, en parlant d'Israël et en disant avec force, Israël est une terre juive. Et les Palestiniens n'ont fait dans une certaine mesure qu'usurper, en quelque sorte, même ce terme de Palestine qui était autrefois juif.
quand vous avez pris cet engagement, est-ce que vous en aviez mesuré la portée et les conséquences d'abord pour vous? Alors, d'abord, je veux revenir sur cette petite leçon d'histoire que vous avez faite, qui est excellente d'ailleurs sur la Judée et Samarie, que je partage. Donc, c'est pour ça que, comme vous avez remarqué, j'ai ma position, comment dire, tout ça est un peu complexe. Je partage. Alors, c'est venu de quoi? Je pense qu'à un moment donné, la moutarde m'est montée au nez. Moi, j'ai toujours eu des positions claires sur Israël. Je suis pour l'existence d'Israël. Voilà. Bon. J'ai dirigé des journaux et souvent, je trouvais qu'il y avait une façon biaisée de traiter l'information sur Israël par les journalistes. J'en parlais, je réglais les problèmes et je faisais en sorte que les choses soient bien faites. J'ai espéré, comme beaucoup de gens, à un moment, à Camp David, qu'il se passerait quelque chose. Il ne s'est absolument rien passé, enfin, en tout cas pas grand-chose. Et là, franchement, par la faute d'Arafat, en grande partie. Mais peut-être qu'Arafat attendait encore un tour et je pense que avec lui, peut-être les choses n'étaient pas totalement fermées parce que je veux dire, il était allé tellement loin dans la lutte contre Israël qu'il était évidemment plus apte à négocier, à rendre et à donner. C'était un peu la même chose avec Rabin, d'ailleurs. Les deux, il y avait quelque chose de symétrique, même si je ne les compare pas, bien entendu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on vit dans les médias, et vous avez vécu, vous vivez toujours dans les médias, Paul, Amar, vous vivez dans les médias, et dans les médias français, les médias européens, les médias occidentaux en général, il y a quand même une espèce de haine d'Israël. Vous dites quelle est la réaction de l'Europe? On le connaît d'avance, notamment les médias européens. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a une incapacité à regarder les choses. Et là, à un moment donné, c'est vrai que c'est monté peu à peu. C'est monté parce que, d'ailleurs, c'est venu tout naturellement. Je me souviens très bien, dans une émission de télé, c'est parti comme ça. C'était une question de Laurent Ruquier dans une émission qui s'appelle On n'est pas couché, qui dit à propos d'Israël, d'ailleurs, vous disiez que, etc. D'ailleurs, ce n'était pas du tout une question provocatrice. C'est venu comme ça, naturellement, dans la conversation. Et je dis, bah oui, Israël est une terre juive. Il faut quand même finalement le reconnaître. Ça fait 3000 ans, c'est une terre juive. Ça a toujours été une terre juive. Ça ne se discute pas. Et ça a fait un tollé dans les jours que suivent, sur les réseaux sociaux, pas tellement d'ailleurs sur les sites islamistes, ça m'a frappé, mais plutôt dans ce qu'on peut appeler en France, qui est très présent et très prégnant hélas, et qui prend de plus en plus d'importance dans les sites, disons, que je qualifierais d'islamo-gauchistes, qui sont relayés évidemment par toute une série de médias, ce qu'on appelle les médias bien pensants, et qui font d'ailleurs, quand on lit les articles sur Israël, certains reportages compte rendus, c'est la honte totale. Enfin, c'est anti-journalistique, c'est militant, c'est de la désinformation, c'est honteux. Moi, c'est vrai que comme directeur de journal, ça, partout où j'étais, j'empêchais ça. C'est-à-dire, j'ai empêché la publication d'articles, je ne l'ai pas caché sur Israël parce que c'était des papiers totalement biaisés. Pour moi, mais je reste le partisan d'un journalisme à l'ancienne, peut-être, c'est peut-être à l'ancienne, mais j'espère que non, parce que je vois quand même des jeunes journalistes qui sont sur la même ligne. On a des positions, bien entendu. C'est pas parce qu'on cherche la vérité qu'on n'a pas des convictions. Évidemment, on a des convictions. Mais le b.a.-ba de notre métier, c'est toujours donner la parole à l'autre. Toujours, ce que j'appelle le journalisme contradictoire. Vous savez, toujours se dire, mais dans le camp d'en face, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent, et leur donner la parole, parce que voilà, bon, on peut défendre une position dans un article, parce que je ne crois pas beaucoup à l'objectivité, mais je crois à l'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est de donner toujours la parole à l'autre, de donner aussi les autres arguments. Donc, on n'est plus là-dedans. On est aujourd'hui rentré depuis déjà des années, mais ça s'accélère, et je trouve que ça va de plus en plus moins. On est rentré dans une sorte de presse de plus en plus militante. Donc, d'où mon coup de gueule. Pourquoi ce coup de gueule? Parce qu'en fait, c'est l'histoire. Moi, je suis un journaliste qui s'intéresse depuis très longtemps à l'histoire, et c'est vrai que on sait, quand on regarde l'histoire, qu'Israël est une terre juive depuis 3000 ans, qu'Israël a été régulièrement envahi, vaincu, martyrisé. Je ne veux pas faire mon général de Gaulle après la libération de Paris, mais enfin, Israël a tout vu, quoi, sans arrêt. Et après, voilà, on est en train de nous dire, parce que c'est ça, si vous voulez, une espèce de mensonge ontologique, de dingue, à force de lavage de cerveau, on nous explique, il y a des Français qui le croient sincèrement, peu cultivés, bien entendu, ou pas cultivés du tout, mais qui l'entendent, et bien ils finissent par croire parce que c'est ça qu'on essaie de nous faire croire à longueur de colonne et d'onde, c'est qu'Israël est une terre arabe qui est occupée aujourd'hui par les Juifs. Et c'est ça aujourd'hui. Et c'est un mensonge historique. Et quand vous dites ça, c'est vrai, le fait que même ça choque, parce que ça choque, eh ben, je m'en fous. C'est-à-dire, moi, je suis. Puis après, j'ai persisté, évidemment, je suis allé plus loin, notamment quand il y a eu l'histoire avec Trump.
quand Trump décide que Jérusalem doit être la capitale d'Israël et que c'est là que sera l'ambassade des États-Unis, alors je dis, je dois être le seul journaliste peut-être qui dit, ben oui, ben c'est normal. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, ça a toujours été la capitale d'Israël. Et Jérusalem est une ville juive. Donc voilà, il y a toute cette espèce de non-dit, de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et je pense qu'il faut casser ça. Voilà. Alors, et du coup, ça vous a valu une volée de bois vert, même vos propres amis. J'ai réécouté certaines de vos interviews où vous rappeliez cela. Même vos propres amis vous disaient, France, sois prudent. Non, c'est-à-dire pas forcément volée de bois vert des amis, mais plutôt peur pour moi. Une volée de bois vert, des amis, mais même vos propres amis peur pour moi, absolument. Qui m'ont dit fais attention, non, France, ça j'ai entendu ça très souvent, même encore récemment, qui m'ont dit mais attendez, simplement quand on fait ce métier, voilà, on va au bout de ses convictions, on les dit puis on verra bien. Et c'est vrai que j'ai souvent entendu des avertissements du genre non, France, ça pue. Tu veux, fais attention. C'est plutôt ça, voilà. Mais sinon, la volée de bois vert chez les amis, moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai dit ça, j'ai eu le sentiment de dire des choses que les gens n'osaient pas dire. Vous voyez ce que je veux dire? Que cette espèce de non-dit comme ça qui pèse dessus, et c'est ça qu'il faut casser. Et il faut continuer à le casser. Je ne serai pas tout seul. On n'est pas beaucoup en France. Mais je pense que, voilà, à force de le dire et de le faire, et en tendant la main, bien entendu, en tendant la main aux autres, en tendant la main aux musulmans, en tendant la main à tout le monde, bien entendu, mais il faut le dire. Vous voyez? Et ça n'empêche pas que, évidemment, les musulmans sont chez eux à Jérusalem et les chrétiens aussi. Mais au départ, Israël est une terre juive et Jérusalem est une ville juive. Bon, après, on peut discuter, après, bien entendu. Puis, surtout, il faut tendre la main, c'est important. Moi, c'est toujours été mon discours. Je suis un homme vrai, bien entendu. Et du coup, cette bien-pensance, pour reprendre votre terme, a de terribles conséquences. Je pense, par exemple, aux attentats qui se sont produits un peu partout en Europe, terribles attentats, et aux attentats qui continuent de se produire en Israël. Cette presse dont vous parlez ne veut absolument pas faire le lien entre les attentats qui se produisent en Europe ou ailleurs, et les attentats qui se produisent en Israël, comme si, alors évidemment, ça ne se dit pas, mais il y a quand même une explication subliminale qui est proposée, comme si les attentats condamnés en Europe, et avec une émotion évidemment tout à fait justifiée et justifiable, comme si les attentats produits en Israël, eux, pouvaient être justifiés ou justifiables, même si ça n'est pas expressément dit, explicitement dit. Je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une similitude entre les deux. Et de toute façon, quand on entend le discours d'Hamas, moi j'aimerais bien que des journalistes sérieux comme ça, qui vous font des grands textes justement sur le Proche-Orient, aillent voir Hamas de près, écoutent leur discours, lisent leurs textes. Je veux dire, ils découvriraient que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils écrivent. Vous voyez, donc on est aussi là-dedans dans beaucoup d'inconséquences et je dirais presque d'inculture, parce que je vais vous dire, moi ce qui me frappe, par exemple, quand je dis Israël est une terre juive, ça m'a frappé ça, parce que c'est dingue. Par moments, je rencontre des gens dans la rue, c'est arrivé une fois encore il y a peu de temps, je dis cher monsieur, j'aime beaucoup ce que vous faites, enfin bon, conneries, j'ai lu vos livres, j'aime beaucoup vos romans, etc. Mais comment vous avez pu dire ça? Mais historiquement, c'est faux. Et le type qui a une culture qui ne paraît même pas antisémite va vous expliquer qu'Israël a toujours été une terre arabe. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Et ça, je pense d'ailleurs, il y a une grande partie évidemment qui est historique. C'est-à-dire, il y a une espèce d'erreur de départ des fondateurs d'Israël quand ils changent de nom. Puisque après le partage de l'ONU en 1947, qui est réalisé en 1948, les fondateurs d'Israël, au lieu de garder le mot Palestine, décident de changer. Le problème, c'est qu'avant, Palestine, ça voulait dire juif. Palestinien, ça voulait dire juif. C'est-à-dire, oui, quand on disait, regardez le dictionnaire, le Larousse, vous regardez à palestinien dans les années 1930, 1920, etc., vous regardez, c'est écrit palestinien, c'est juif. Et comment il s'appelait le Jérusalem Post avant 1948? Il s'appelait le Palestine Post. Enfin, tout était comme ça, tout était. La Palestine, c'était les Juifs. À partir du moment où ils ont. Et d'ailleurs, je veux dire, quand il y a après le partage de 1948, quand il y a l'invasion par les pays arabes d'Israël, vous avez ces grands titres dans les journaux, mais c'est dingue. Vous voyez ça dans Paris Presse, l'intransigeant, ça s'appelle l'intransigeant à l'époque. Et vous avez ce gros titre. Les pays arabes envahissent la Palestine. Vous voyez, ça s'appelait la Palestine, ça voulait dire les Juifs. Bon, ils ont décidé de changer de nom. C'était une erreur.
À mon avis, c'est une histoire aussi. La sémantique joue un rôle très important là-dedans. Mais ils ont décidé de changer de nom et du coup, dans l'inconscient collectif qui est retravaillé par les mensonges, par les à peu près, par l'incurie, par l'incompétence, par l'inculture générale, aujourd'hui, on arrive à une espèce de mensonge qui est devenu une vérité historique, parce que souvent, ces vérités historiques, Napoléon disait ça avant moi, mais c'est un mélange, ce sont des mensonges qui sont souvent répétés. Et ben voilà, Israël est une terre arabe qui a été envahie par les Juifs, mais qui était là il y a 3000 ans, qu'est-ce que vous voulez que je dise? De la force j'ai dit de la sémantique tout à l'heure, et de la propagande, évidemment, qui aboutit à ce que vous décrivez du coup. De la désinformation, c'est pour ça qu'il faut répéter les mêmes choses, parler, puis revenir aussi sur l'histoire. C'est important l'histoire. Vous savez, on vit aussi dans une société où vous avez quand même des pans importants de la culture qui ont tendance à disparaître peu à peu. Ça me frappe beaucoup. C'est-à-dire, moi, ça tombe mal parce que c'est les deux pans qui m'ont toujours passionné. C'est l'histoire et la philosophie. Donc voilà. Alors l'histoire, elle nous permet justement d'éviter de dire des conneries sur notre passé. Et puis la philosophie, elle nous permet d'avoir l'esprit critique, c'est-à-dire surtout de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit à longueur de journée. Donc vous êtes très bien placé, Franz Olivier, pour comprendre le mal-être des Juifs de France qui ont souffert de l'indifférence quand des enfants, par exemple, étaient tués de sang-froid à l'école Ozera Torah de Toulouse, quand des attentats antisémites se sont multipliés dans une indifférence quasi générale. Et c'est vrai que l'émotion a été extrêmement forte quand le premier attentat spectaculaire a eu lieu chez Charlie Hebdo. Et là, tout d'un coup, nous étions tous Charlie. J'avais moi-même participé à la manifestation. On avait tous le bandeau « Je suis Charlie ». Ceux qui osaient brandir un autre panneau « Je suis Père Cacher » se faisaient tancer, se faisaient engueuler tout au long du parcours de cette manif. Donc, d'où ce mal-être des Juifs. Vous le comprenez si bien que dans votre dernier roman, qui n'est pas encore sorti, qui sort le jeudi prochain, qui s'appelle Dernier été, publié par Gallimard, vous annoncez que dans 10 ans, il n'y aura quasiment plus de Juifs en France. Vous fixez même le nombre à 237. Alors, est-ce que c'est une fantaisie littéraire de votre part ou est-ce que ça participe d'une réalité que vous déplorez et que vous prédisez? Alors, ce livre, c'est un roman, Dernier été, c'est pas un livre politique, bien entendu, et ça rentre dans le genre de ce qu'on peut appeler la satire. Bon, il y a une histoire, il y a des personnages, parce que moi je suis un peu gond, et quand j'écris un roman, il faut qu'il y ait des personnages et qu'il y ait une histoire. Donc, il y a une histoire et c'est un personnage un peu, qui est un peu en fin de vie. C'est un personnage qui me ressemble, un peu. En plus, je me suis vraiment tellement amoché dans le livre que je crois que je ne suis pas aussi l'âge qu'est le personnage principal, Bradcock. Enfin bon, en tout cas, il a mon âge, c'est-à-dire il a 80 ans dans 10 ans. Vous voyez, ça se passe à peu près dans une dizaine d'années. Et c'est vraiment un personnage, il nous raconte, en fait, à travers sa vie, on découvre ce qu'est la réalité. Comment dire? On va vers un monde comme ça. C'est-à-dire que si on ne résiste pas, si on ne gueule pas, moi j'ai beaucoup d'amis juifs qui se barrent, qui font l'Alia ou qui vont ailleurs d'ailleurs, qui vont au Maroc parfois d'ailleurs, qui peuvent aller en Grande-Bretagne ou qui vont évidemment aux États-Unis, à New York. Mais ça, c'est comment dire, vous parliez tout à l'heure de sorte d'indifférence. Moi, ce qui me frappe, c'est aussi l'indifférence par rapport à la situation des Juifs en France. Et par exemple, quand j'entends dire que tout se passe bien de Seine-Saint-Denis, vous l'entendez à longueur de journée, ça, vous savez très bien que c'est pas vrai parce qu'il y a des gens qui vous racontent des histoires. Bon, j'y crois beaucoup à ça. Je veux dire, les gens vous racontent, voilà, ça m'est arrivé, il y a ça. De toute façon, le nombre d'actes antisémites qui a augmenté de 74% entre 2017 et 2018, qui a augmenté encore de 25 ou d'un peu plus d'ailleurs, peut-être 54% en 2019. On arrive maintenant à des chiffres de 687 actes antisémites par l'année dernière. On est loin encore des actes antichrétiens qui sont à plus de 1000. Enfin, on est très loin devant les actes anti-musulmans qui sont, eux, à 180 et quelques, je crois. Donc, il y a cette montée-là. Vous ne l'avez pas seulement en France, vous l'avez en Allemagne, vous l'avez aux États-Unis, dans une moindre proportion aux États-Unis, mais enfin, vous l'avez. Et ça, c'est une réalité et qui angoisse déjà les Juifs, les amis juifs, j'en vois, on les entend. Et faut pas le nier. Et c'est vrai qu'à force de le nier, on va se retrouver un jour dans un pays où vous aurez, effectivement, comme dans le roman, un peu plus de 200 juifs et tout le monde trouvera ça normal.
et que d'ailleurs, quand ils gueulent dans le roman, je ne sais pas si vous avez lu la suite, mais c'est eux qu'on engueule d'ailleurs, hein, parce que bon, puis le mémorial de la Shoah, Paravolo, etc. Vous le fermez. Les synagogues sont transformées en centres commerciaux, etc. Mais c'est vrai que mon livre, c'est un livre, vraiment dire, c'est de l'humour, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, pour faire avancer ces idées, il n'y a pas seulement la polémique, ce que j'ai pu faire par moment, il n'y a pas seulement voilà, les propos bien forts, etc. Il y a aussi le rire. Il y a aussi le rire parce qu'il faut aussi que les gens prennent conscience du monde qu'on est en train de fabriquer et par le rire, qui est toujours une bonne façon de voir les choses. Et d'ailleurs, je dois dire que le rire parfois confine à l'autodérision, puisque vous ne vous épargnez pas dans ce livre. Oui, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ah ben non, mais quand on veut dire du mal des gens et qu'on veut rigoler, je veux dire, il faut d'abord commencer par ne pas s'épargner. Ça, c'est le B à bas. Et d'ailleurs, quand vous décidez de convertir. C'est pas l'avantage de ce roman. D'ailleurs, dans ce roman, quand vous décrétez que la reine du Danemark se convertit à l'islam, vous provoquez un éclat de rire. Parce que ça, oui, voilà. Ce qui vaut pour la France vaut aussi pour l'Europe. France. Et puis, vous avez la chancelière allemande, musulmane et transgenre aussi. Voilà, c'est ça. Franz, évidemment, cet échange que nous avons depuis plusieurs minutes nous intéresse celles et ceux qui nous regardent, aussi bien en Israël qu'en France ou en Belgique. Mais les Français, comme les Européens, comme les Israéliens, sont loin actuellement de ces considérations et ne pensent qu'à une chose. En ce moment, le virus, le virus, le virus. J'ai relu tous vos éditos depuis quasiment 3 mois dans Le Point. Que vous... Mon pauvre, vous n'étiez pas obligé. C'est une partie de Manu à vous lire pour préparer cette entretien. Non, vous n'étiez pas obligé, il ne fallait pas. Non. Mais je vous plains. Justement parce que cette obsession dont je parle, c'est aussi la vôtre, le virus. Et on voit bien. Alors là, je m'adresse aussi aux journalistes. La semaine dernière, avec Alexandre Adler, on a fait une sorte de tour du monde géopolitique. Avec vous, c'est l'aspect sociétal qui m'intéresse, c'est l'aspect évidemment aussi politique. Et on voit bien, à travers ce que vous avez écrit, à travers ce que l'on ressent les uns et les autres, qu'on a tous subi un choc terrible. Et un choc sanitaire, en attendant l'autre choc, qui sera peut-être encore plus terrible, le choc économique. Donc ce séisme-là, vous-même, vous le ressentez. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, on ressent une sorte de déclassement de la société française parce que la façon dont le pays a mené l'affaire, et je pense que ce n'est pas vraiment un problème politique, c'est un problème général d'organisation. Quand vous voyez que, par exemple, le budget de la santé en France, enfin, on dépense sur la santé en proportion, plus que les Allemands même, plus que les Allemands. Et vous avez vu la différence, c'est-à-dire à l'arrivée, on n'a pas de masque, on n'a rien ne marche. Ça, c'est le problème de la suradministration française. La suradministration de la santé a fait que, d'une certaine manière, voilà, plein de marches, avec une surréglementation, avec énormément de comités théodule. Et à l'arrivée, si vous voulez, il y a des choses de base. Vous avez des politiques importants. Je pense au ministre de la Santé, Olivier Véran, qui vous dit que non, les masques, ça ne sert à rien. Moi, pauvre con, qui regarde la télé et qui voit comment ça se passe, je vois, mais comment se fait-il alors qu'en Corée, à l'époque, c'était il y a longtemps, ça, c'est tout au début, comment se fait-il qu'en Corée du Sud, où apparemment ils s'en sortent bien, ou à Taïwan, où ça a été incroyable, le coronavirus, il est passé comme ça, personne n'a rien, comment se fait-il qu'il y a des masques? Comment se fait-il que les gens portent des masques et puis que voilà, la lutte peut se faire? Alors, je sais que les Danois n'ont pas confiné, mais la façon de gérer les choses en Asie, c'est plutôt on confine les malades et donc on détecte en permanence, on dépiste, et puis le reste de la population porte des masques et puis on essaie de continuer à avancer. Nous, c'est vrai que l'espèce de confinement obligé, le confinement obligatoire, vous avez raison, vous posiez le problème aussi, parce qu'il y a un deuxième choc. On a eu le choc sanitaire, on va avoir un choc économique qui ne va pas être triste. Hein, notamment, je pense à beaucoup de petites sociétés, de petites entreprises, de restaurants. Enfin, bon, on va vers toute une série de drames humains. Et ça, franchement, c'est très dur à voir parce qu'on sent que ça vient, on voit que ça vient. Et il y avait peut-être une autre façon de faire les choses. En même temps, moi, je ne veux pas faire yaka, faucon, parce que je pense que quand on dirige un pays comme la France, c'est très compliqué. Puis je ne vais pas charger les gouvernants parce qu'ils héritent aussi d'un système qui a commencé il y a des décennies où effectivement, on trouve très très bien qu'à l'hôpital, par exemple, dans le système de santé en général, il y a par exemple 30% de fonctionnaires de l'État de plus qu'en Allemagne. Vous voyez, donc, pourquoi ben oui, la France, ça reste un pays, comme disait Georges Clemenceau, vous savez, où
on plante des fonctionnaires et ils poussent des impôts. Voilà. Donc, on a besoin de ça. On en a mis partout. On en a mis sans doute peut-être un peu trop. Et je pense qu'il faudra réfléchir à la santé. La santé, ce n'est pas de dépenser moins, c'est de dépenser mieux. Et on n'a pas bien dépensé jusqu'à présent. Voilà. Alors, vous avez cité l'Asie. Quand on regarde les tableaux statistiques qui sont proposés aujourd'hui, quand on comptabilise le nombre de morts par rapport à la population, évidemment, on trouve un classement qui est tragique pour l'Europe et pour le monde occidental. Tragique. Belgique, Italie, Espagne, États-Unis, France. Et pour reprendre un philosophe que vous aimez bien, que vous aviez même cité, Spengler, l'Allemand, qui avait annoncé le déclin de l'Occident, est-ce que le modèle occidental, on se targue tous, avec parfois un peu d'orgueil, de vanité, même d'arrogance, est-ce qu'il n'est pas sérieusement écorné par rapport à l'Asie? Je parle simplement de la gestion, par exemple, de cette crise sanitaire. Ah, vous avez raison, c'est un vrai sujet, parce que la France se trouve formidable. C'est vrai, on parle toujours du modèle français. Alors, vous avez des profs, on apprend ça, ils apprennent ça au lycée. Je vois très bien que, par exemple, aux États-Unis, vous avez un accident, personne ne s'occupe de vous, vous allez mourir tout seul à l'hôpital. Enfin, voilà, on vous raconte des falaises en permanence. Sans voir d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a un système à plusieurs vitesses qui fait qu'effectivement, vous avez, par exemple, dans un État comme le Massachusetts, il a un système de santé qui équivaut à celui de la France. Les États-Unis, pays géré à la jacobine, comme en France. C'est un pays avec différents États qui sont gérés tous différemment. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le Medicare aussi, pour les pauvres, pour les femmes enceintes, pour les vieux, etc., qu'utilisent des gens et qui fonctionnent très bien. Ma grand-mère qui avait les moyens, elle allait au Medicare, pas parce qu'elle était radine, parce qu'il était à 200 mètres de chez elle. Elle était très bien soignée, elle le disait sans arrêt. Donc, il y a des choses qui marchent. Bon, mais nous, on explique que c'est toujours mieux. Le problème, si vous voulez, on aurait été un petit peu plus modeste. On aurait fait un petit peu de benchmarking, comme on dit dans le business, comparer comment ils font. Et ben voilà, on s'en serait peut-être mieux sorti en regardant tout de suite ce qui se passait en Corée du Sud, ce qu'ont sans doute fait les Allemands d'ailleurs. Pourquoi les Allemands sont si bien sortis en Europe? Je pense parce que les Allemands, vous savez, c'est un pays qui est très exportateur, contrairement à la France, hélas, qui importe beaucoup et qui a un énorme déficit du commerce extérieur, alors que l'Allemagne a un énorme excédent. Et les Allemands, ils circulent beaucoup. Et sans doute, je vois qu'il y a une part de modestie. C'est-à-dire, ils ont regardé un peu comment on faisait, ce qu'on n'a pas pensé faire. Donc, on avait des imbéciles affublés de titres gouvernementaux qui vous disaient « Mais non, les bâches, ça ne sert à rien. » Vous savez, vous avez vu, vous vous souvenez, enfin, on pourrait faire un bêtisier avec toutes ces conneries qu'on a entendues. Et ils n'ont même pas eu l'idée de regarder comment ça se passait dans les pays qui ont réglé le problème, puisque ce coronavirus, il est quand même passé en Corée, à Taïwan, à Singapour, avant d'arriver chez nous. Donc, on avait le temps de voir venir. On ne l'a pas fait et on a décidé de régler tout voilà, avec nos comités scientifiques, nos comités Théodule à la Mort-Moelle-Neu, en pensant, voilà, parce qu'on était plus qualifiés, on avait le meilleur modèle de santé, le meilleur modèle de santé au monde. Ça n'est pas vrai. Je pense que les politiques, ça n'est pas vrai. Je ne vais pas dire qu'on a le pire. Je ne suis pas décliniste. Je pense juste qu'il faut se, comparer en permanence, et surtout quand on est politique, mais quand on est français en général, avoir la modestie de voir qu'il y a des pays qui sont, sur le plan de la santé, s'en sortent très bien, s'en sont beaucoup mieux sortis que nous. Et puis, c'est vrai, quand on regarde la proportion par rapport à la population, comme vous l'avez fait, c'est accablant pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne. Un peu moins pour les États-Unis, hein, comme vous avez dû le remarquer. Moins pour les États-Unis. Alors, voilà, on est là à donner les chiffres sur les États-Unis, mais enfin, on oublie que la population américaine est quand même beaucoup plus importante que la nôtre. Donc, vous voyez, c'est terrible, cette espèce de nationalisme minable qui nous empêche de voir la réalité. Moi, je pense que moi, j'étais comme vous parliez de mon passé, fils de GI américain, mère normande. Ben, comme tous les petits gars qui viennent un peu d'ailleurs, hein, ce qui est votre cas aussi. Enfin, non, vous veniez de la France. Enfin, l'Algérie, c'était la France, disaient les autres. Enfin, bon, bref, on est peut-être un petit peu plus patriote que la moyenne. Et donc, quand je dis ça, ce n'est pas pour dire que c'est mieux ailleurs. Je dis juste qu'un peu de modestie, ça ferait du bien. Alors, ce choc sanitaire, on est en train de le subir. Le choc économique, on s'apprête à le subir. Est-ce que ce sera, à votre avis, aussi violent que, par exemple, je ne parle même pas de 2008, que la crise de 1929? Ça, moi, j'écoute pour l'instant Bruno Le Maire, je trouve qu'il y a une parole forte et intéressante. Et c'est vrai que quand il dit que c'est plutôt la crise de la libération, quoi. Il nous voit plutôt en 1945-46. Il faut espérer. Parce que c'est vrai que la crise de 1929, ça ne vous a pas échappé.
c'est une bombe à fragmentation. Et en 1933, d'ailleurs, la bombe à fragmentation, elle a enfanté du nazisme, en partie, évidemment. Pas seulement, mais en partie et en grande partie. Il ne faut pas l'oublier, en grande partie, parce que c'est vrai que les gens, quand ils vont pour acheter leur baguette, ils partent avec une brouette remplie de billets, puis c'est à cause de l'inflation. Vous avez des problèmes, puis que les gens crèvent la dalle dans la rue, etc. La soupe populaire à tous les coins de rue. C'est vrai que c'est sûr que, comment dire, faut espérer que ce ne sera pas 1929, mais moi, je n'ai pas le sentiment, mais je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations. Vous savez, le problème de la politique, on peut faire des prévisions, même si la politique est une science inexacte, puis on se trompe, et puis c'est pas grave, et puis il faut le dire toujours avec modestie. En revanche, l'économie, c'est très compliqué, parce que c'est vraiment de la psychologie. Ouais, on rentre ça dans la catégorie des sciences, mais ce n'est pas vrai, parce que ça dépend de la psychologie. C'est-à-dire, avec une bonne psychologie, des bons dirigeants, vous réussissez à remonter les choses. Regardez quand De Gaulle arrive en 1958, tout s'est écroulé. Il y a Jacques Rueff qui n'en fait qu'à sa tête. Hein. De Gaulle, il ne touche pas trop sa bille sur l'économie. Et puis, hop, le système repart. Et tout le monde dit dans la presse à ce moment-là, bref, c'est un con, ça va être la catastrophe, etc. Et la France repart. Donc, repart. Elle avait bien marché sous la 4e République, mais c'est vrai qu'en 1958, quand De Gaulle l'a pris, elle était par terre sur le plan économique. Alors, les conséquences économiques, on peut les mesurer, les décrire, les nommer. Récession, faillite, endettement. Les conséquences politiques, dirigisme, populisme ou démocratie renforcée? Moi, je dirais, ça va partir dans tous les sens, c'est clair. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, pour l'instant, quand vous verrez, d'abord quand les aides vont cesser, parce que le gouvernement ne pourra pas aider comme ça indéfiniment, quand vous aurez des boîtes qui vont déposer le bilan, quand vous aurez l'augmentation du chômage, bah c'est sûr que le pays va devenir de plus en plus nerveux. Est-ce que ce sera avant l'été? Ce sera peut-être simplement en septembre. Mais je veux dire, à un moment donné, on va vers recherche. Alors, la solution, évidemment, c'est, est-ce que c'est, vous dites, le dirigisme, le populisme? Bah, le populisme va en profiter, évidemment. Il profite de tout ça, évidemment. Le sentiment antidémocratique aussi, parce que vous parliez de la démocratie israélienne, c'est sûr qu'en France, on sent très bien, il y a un sentiment antidémocratique qui est plus ou moins lié au populisme, mais pas seulement, il ne faut pas tout mettre sur le dos du populisme. Le populisme, c'est aussi une réaction normale qu'on peut comprendre. Enfin, il y a toutes sortes d'explications qu'on peut faire. Moi, je serais là-dessus plus proche d'un sociologue comme Christophe Guilluy, qui lui, comment dire, prend un peu de hauteur par rapport à tout ça. C'est pas forcément, comment dire, je sais que du populisme a enfanté du nazisme en Allemagne, hein, parce que Volke, c'était ça. Hein, Volkisch, c'était ça, le populisme. C'est l'origine intrinsèque du nazisme. Je dirais en France, c'est quand même tout à fait autre chose, même si on a eu un antisémitisme très violent à travers Édouard Drumont, qui lui a fait un vrai best-seller d'ailleurs, avec sa France juive, contrairement à Hitler, parce que son livre, lui, Mein Kampf, n'a pas été un grand succès de librairie. La France, il y avait vraiment un public pour ça. Mais c'est vrai qu'il ne prend pas ses racines dans ce qu'on appelle le populisme proprement dit. Donc, moi, je pense que le dirigisme, évidemment, il y aura tendance d'aller vers l'État, mais je ne vois pas ce qu'un gouvernement pourra faire d'autre. Il ne va pas dire allez, on va faire un peu de laisser-faire, laissons les choses. Mais non, c'est impossible. Donc, même le plus libéral des libéraux, il sera obligé de faire du dirigisme pendant un certain temps. Le problème du dirigisme, comme vous savez, ce n'est pas génial pour la croissance, pour développer. Si on veut comment dire, faire de la croissance, augmenter la richesse nationale pour pouvoir la redistribuer après, c'est sûr que le dirigisme, c'est pas la bonne solution. Mais c'est clair, c'est aussi la bonne solution pour aider les gens tant qu'ils sont dans le besoin avant de repartir vers une nouvelle route. Vous écrivez vous-même que Marine Le Pen se nourrit actuellement de la situation et même quand elle ne parle pas, elle se nourrit encore davantage. Est-ce qu'elle pourrait avoir une chance d'émerger dans les années qui viennent? Je pense évidemment à l'élection présidentielle de 2022. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle a une chance. Alors après, on se donnera peut-être rendez-vous dans 2 ans et vous m'expliquez que je m'étais trompé, puisque de toute façon, c'est enregistré, donc vous pourrez montrer le… Mais je pense qu'elle a une chance. Je pense qu'elle a une chance. L'affaire n'est pas dite, ça commence. Je pense que simplement l'idée que Macron est élu d'avance, non, parce qu'on n'est jamais élu d'avance en politique. Toutes les élections présidentielles qui sont faites longtemps à l'avance, vous savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toujours des imprévus. Et aujourd'hui, elle est forte. J'ai souvenir, moi, de politiques que j'ai fréquentés de près,
quand j'étais journaliste politique, vous le rappeliez, même si j'ai fait aussi de la politique étrangère à une autre époque de ma vie. Mais François Mitterrand et Jacques Chirac faisaient toujours les deux la même chose, comme si c'était entendu là-dessus. À partir de 15%, on peut être élu. Après, il faut nouer des alliances. Elle a un problème, c'est qu'évidemment, elle a un problème pour nouer des alliances. Mais elle est déjà... Elle a je ne pense pas que c'est l'idée de Macron. Je ne pense pas qu'il est prêt pour avoir une idée comme ça. C'est que c'est la meilleure candidate en face de lui parce qu'il sera élu, coup sûr. Non, bien sûr que. L'image s'est figée et le propos est haché. Bon, ça y est, on retrouve Franz. Écoutez, là, on échange depuis 45 minutes environ. Donc, je note sur mon écran que de très nombreux Zoomers interviennent et ont envie de vous poser des questions. Je vois Claude Breitman apparaître. Donc, je vais lui passer le flambeau pour que Claude réponde les questions qui vous sont destinées. Merci, Franz. Alors, d'abord, je voudrais tellement vous remercier, tous les deux. Je ne sais pas ce que vos professeurs vous ont donné à manger quand ils vous enseignaient tous les deux, mais avoir une telle vérité, une telle passion, une telle honnêteté, une telle charte de morale pour le journalisme bien pensé, c'était vraiment extraordinaire. Alors, on a eu plein de réactions avec vraiment des déclarations d'amour à tous les deux sur votre implication, sur votre courage, sur votre honnêteté dans tous ces domaines et sur toutes ces questions. Bien sûr, par rapport à Israël, on ne peut que vous serrer dans nos bras tous les deux. C'était tout à fait extraordinaire. Alors, il y a quelques questions très importantes. L'une qui concerne bien sûr l'élection américaine, ça on aimerait énormément avoir l'avis de François-Olivier Gisbert dans ce domaine. Celle aussi qui concerne l'Iran, comment est-ce que vous voyez véritablement la menace iranienne, pas seulement pour Israël mais pour le monde. C'est deux questions importantes qui ce serait formidable si vous aviez la gentillesse de vouloir les adresser avant qu'on continue sur peut-être une autre question supplémentaire. On verra quelles sont celles qui sont les plus intéressantes. Voilà, l'élection américaine pour le monde, pour l'Europe, l'Iran, et puis bien sûr la place de l'Europe. Ça, on a eu plein de questions, mais vous avez déjà un peu évoqué. Donc, Paul, c'est à toi de voir comment tu préfères continuer cette conversation. Et encore une fois, je n'ai pas de mots pour vous remercier. C'était passionnant, fulgurant, fort, puissant, extraordinaire. Vous étiez tous les deux dans une forme éblouissante. Merci. L'Iran, France, menace réelle ou tigre de papier? Je ne crois pas que ce soit un tigre de papier, encore que, enfin, on fait partie de la même génération et on se souvient très bien d'un hoax, comme disent les Américains, c'est-à-dire un gros canard, où on s'est tous fait un peu avoir, qui était l'Irak. Vous savez, l'Irak, deuxième armée du monde. Donc les Iraniens, sur le plan militaire, ont quand même une tradition et c'est sûr que c'est une menace. Enfin, ce n'est pas forcément une menace prioritaire, ça peut l'être à la longue. Moi, je pense que, comment dire, j'ai jamais été très hostile à la politique de Trump par rapport à l'Iran. Parce que je pense que l'Iran, moi j'adore l'Iran, c'est un pays absolument magnifique, c'est une culture, une civilisation, c'est merveilleux. Moi, j'adore l'Iran, hein. Je suis vraiment un fan. Omar Khayyam, le grand poète persan, vous savez, qui adorait le vin et les femmes, qui chante l'alcool à longueur qui était musulman d'ailleurs. Mais voilà, moi je dis là-dedans, j'adore la culture iranienne ou perse. Et puis, attendez, vous avez le grand ami d'Israël quand même, n'oubliez jamais, hein, le grand empereur perse quand même qui a beaucoup fait, Cyrus. Bon. Et bon, en même temps, ces mots-là, évidemment, il faut s'en méfier. Évidemment, il faut s'en méfier. Puis on n'est pas obligé d'acheter leur propagande à leur moelle sur le thème. Il y a les caramels mous, les caramels durs. Les caramels mous sont obligés d'être durs parce que sinon, c'est les durs qui prendront le pouvoir et tout ça. Tout ça, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est un jeu de pouvoir extrêmement compliqué. Ce sont des gens qui gèrent très mal leur pays. Ce sont des gens qui n'ont pas hésité à faire des attentats en France en 1986, où les rues de Paris se sont couvertes de sang, tout ça pour une histoire de corruption. Donc voilà. Mais en même temps, je pense qu'ils méritent le respect. C'est-à-dire que, voilà, parce que ce pouvoir, même s'il n'est pas forcément légitime, voilà, il incarne un pays qu'on doit respecter. Donc, et je respecte et que j'aime.
Ma Trump, réponse n'est peut-être pas très claire. Ma réponse n'est pas très claire. J'en suis désolé. Mais, non, mais on a bien compris que vous aimiez vous avez cité Omar Khayyam, on a bien compris que vous aimiez la civilisation perse et que vous vous méfiez à juste titre des mollahs. Voilà. Ma question est, vous n'êtes pas géopoliticien, donc voilà, il ne faut pas non plus qu'on se trompe de posture. Quand je parlais de menaces réelles, Adler a répondu, d'ailleurs la dernière fois et la semaine dernière, à cette question. Tout le monde craint. Vous avez cité Pérez. Moi, je me souviens aussi d'une rencontre avec Pérez il y a très longtemps à Paris. Et à notre grande surprise, on était 2-3 autour de lui. Nous ne parlions que du conflit israélo-palestinien à l'époque. Et il nous avait répondu, il y a plus de 20 ans, l'Iran, l'Iran, l'Iran. Cessez de croire à la dangerosité des Palestiniens. Le véritable danger vient de l'Iran. Voilà pourquoi cette question vous est posée, parce que ceux qui vivent en Israël craignent ce front-là via le Hezbollah, via le Hamas au sud. Bon, voilà. Alors, le problème de l'Iran, il faut se dire les choses franchement, parce que moi, j'ai répondu sur une question générale. Mais sur une question concrète, c'est important aussi moi, je suis pas toujours partisan de la politique de la carotte et du bâton. C'est-à-dire, il faut discuter avec eux, négocier avec eux, et en même temps, il faut donner des coups d'arrêt. Bon. Et c'est vrai que de ce point de vue, quand Trump a fait son opération Homo, en tuant un des principaux dirigeants iraniens, voilà, ça c'est positif. C'est positif, mais en même temps, contrairement à ce que fait Trump, moi en même temps, je discuterai avec eux. Je discuterai avec eux parce que je pense que voilà, il n'y a aucune raison de faire la guerre. On peut éviter ça. Ce qui est vrai, c'est que à cause de notre faiblesse intrinsèque, les Iraniens exagèrent. Ils ont exagéré avec l'histoire des mines d'étoiles d'Hormuz, avec aussi les attaques contre les installations pétrolières d'Arabie Saoudite, où c'est quand même un acte de guerre, c'est complètement dingue. Comment ils ont pu faire ça? C'est-à-dire, on voit bien ces mots-là, ils ne sont pas si malins que ça. Il y a un côté un peu brinzingue dans tout ça, quoi. Du coup, évidemment, ils sont dangereux. Vous voyez, simplement, je pense que la stratégie par rapport à ça, c'est de parler avec eux, de discuter, et en même temps d'être plus que ferme, ce qui n'a pas été le cas de l'Occident en général. Alors, justement, vous avez cité Trump et une question que vous avez posée sur les États-Unis. Alors, je vais la formuler à ma façon. Trump, à votre avis, président fantastique, fantasque, fantoche? Oh non, fantasque, ça c'est. Enfin, vous êtes même gentil parce qu'il est quand même très particulier. Alors, Trump, c'est très étrange parce qu'il était bien parti en fait. J'aurais pu continuer avec les F. Avant le coronavirus, mais il avait gagné. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, moi j'ai vécu là-bas, j'étais correspondant du Nouvel Observateur pendant des années. Le problème des Américains, ils votent pour celui qui fait la croissance. Ils votent pour l'économie. Donc vous avez une bonne situation économique, vous êtes président, vous êtes réélu. Et donc Trump, en janvier, il était réélu. Et c'est ce qu'il devait se dire. Bon. Et simplement dans sa espèce de posture permanente, un peu de délire, il faut dire parfois. Voilà, il a très mal géré l'affaire du Covid-19, plus que mal géré. D'abord en la sous-estimant, ce qu'il n'aurait jamais fallu faire. Bien entendu, c'est pas ce que les démocraties attendent des dirigeants aujourd'hui. Ils attendent toujours qu'on les protège. Vous voyez, ils veulent qu'on les protège. Ça n'a rien à foutre. Il n'est pas du tout dans ce trip-là. Lui, côté, il s'adresse à l'Amérique du Texas. Le problème, c'est que l'Amérique, c'est effectivement le Texas d'un côté, mais c'est aussi beaucoup d'États qui sont, comment dire, nostalgiques de la période rooseveltienne et qui ne sont pas du tout dans cette violence-là. Donc aujourd'hui, il est un peu en difficulté. Pourquoi? On voit très bien cette espèce de panique qu'il a. Parce que bon, il avait gagné d'avance. En plus, il avait un candidat en face qui est très bien, très intelligent, que j'ai bien connu, l'ancien sénateur du Delaware, Joe Biden, qui est un type tout à fait remarquable. Le problème, excusez-moi, c'est l'âge. Alors déjà, il y a le problème de l'âge de Trump, qui est gratiné, mais alors Biden, il exagère. Et ça aurait peut-être été bien il y a 5 ans, sauf qu'ils ont eu la mauvaise idée de présenter Hillary Clinton. Là, Biden, c'est vraiment un peu le combat de trop, quoi. Et on se demande s'il pourra tenir jusqu'au bout. Donc, il avait un bon candidat. Qui pensait pouvoir battre facilement. Hein. D'ailleurs, il va l'affubler de surnoms du genre, j'imagine, Biden le fatigué, comme il avait affublé Clinton, Hillary du surnom de Hillary la voleuse. Là, je ne sais pas, ce sera Joe le fatigué, Joe le, je sais pas quoi, Joe le vieux. Et donc, le problème qu'il va avoir, c'est que s'il n'y a pas de croissance,
si ça ne repart pas, et l'économie américaine, vous savez, elle est très sensible, il n'y a pas tous les amortisseurs qu'il peut y avoir en France, c'est-à-dire les aides qui sont intervenues immédiatement, qui ont amorti le chômage. Bon, même si on va passer quand même un mauvais mois de juin et un très très mauvais mois de septembre. Mais il n'y a pas ça aux États-Unis. Donc brusquement, les courbes de chômage s'inversent, tout va mal. Donc il faut que ça reparte vite pour lui. C'est sa priorité. Et les Américains, ils ne font pas de cadeaux. Hein. C'est-à-dire que la croissance, il faut vraiment qu'elle soit là début novembre. Sinon, franchement, il aura du mal. N'importe qui sera élu à sa place. Hein. C'est-à-dire Claude, même Biden, qui est un candidat, comment dire, âgé, hein, si je puis dire. C'est pas gentil ce que je dis, mais c'est la vérité. Trump est un peu plus jeune et quand même, il a plus d'énergie. On voit bien que Biden n'est pas, comment dire, ça peut être un bon président parce que c'est quelqu'un de remarquable et de très intelligent, mais bon, voilà, ça arrive un peu tard. Claude. Ah oui, alors moi je voudrais vous poser une question un petit peu plus philosophique puisque vous réfléchissez comme un écrivain, comme un philosophe et vous essayez d'aller le plus loin possible et le plus en profondeur. Est-ce que vous pensez que tous ces changements, le Covid, les problèmes politiques, le leadership qui fait défaut dans le monde pour tout, pour le traitement des pandémies comme pour le traitement des grands problèmes de société d'aujourd'hui, pour ces conflits qui sont à la fois sous-jacents et quelquefois au contraire très présents. Est-ce que vous croyez qu'à la vertu de tout ce qui se passe en ce moment, les nouvelles générations vont pouvoir réinventer un autre monde qui sera avec des priorités un petit peu différentes et qui ira plus vers tout ce dont on parle aujourd'hui avec beaucoup de force pour pas seulement des questions d'éthique, des questions d'écosystème, des questions d'écologie, des questions de mieux-être, de mieux penser, de mieux se nourrir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance qu'on prenne tous une direction un petit peu plus positive, un petit peu plus constructive, précisément à l'occasion de ces grands traumatismes? Oui, alors Claude. C'est un prophète que je m'adresse. Non, mais pour répondre franchement, là vous me voyez un peu inquiet parce que je suis à Marseille et il y a des moustiques qui viennent de mon jardin d'un peu partout. Donc je suis un peu terrorisé, je fais comme ça, voilà. Mais c'est pas grave, c'est en direct, on est en direct. Mais voilà, il y a des attaques régulières de moustiques. Et j'ai les pieds, alors je ne vous raconte pas dans un état. Bon, enfin bref, pour répondre à cette question, c'est vrai qu'on lit beaucoup dans la presse française, voilà, c'est génial, il y a le monde d'après qui va arriver parce qu'on ne pourra plus jamais faire comme avant. Mais tout ça, ce n'est pas vrai, vous le savez très bien. On vient de vivre une épidémie, pas la plus grave que la Terre ait connue, pas la plus grave que nos pays respectifs aient connue, bien entendu. Il y a eu bien pire, la grippe espagnole, il y a eu la grippe de Hong Kong en 1968. Enfin, on a eu des grippes bien plus graves jusqu'à présent. Il y a eu la peste, enfin, etc. Et on sait très bien qu'après une épidémie de ce genre, les affaires reprennent et que voilà, le système se remet en marche le plus vite possible. On veut en profiter. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Regardez, j'étais à Marseille aujourd'hui, dehors, j'imagine, c'est comme en Israël. Il y a le déconfinement qui a été décrété par le gouvernement, en tout cas, dans la région ici, qui est une zone verte, on dit verte, parce qu'il y a des zones rouges, c'est Paris, il faut encore faire attention. Bon, ben, ça y est, c'est la joie, c'est la fête. Et donc, je pense simplement que toutes les questions que vous posez, c'est les questions auxquelles, enfin, comment dire, il faut penser à ça tout le temps. Et la politique, ça sert à ça. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il faut repenser un autre type de croissance. Je ne veux pas faire mon numéro de végétarien, mais c'est sûr aussi que, voilà, il faut tout. Ça, je peux vous tenir une plombe sur le végétarisme. Mais voilà, il faut reprendre. Oui, quand on sait le nombre de litres d'eau, de protéines végétales qu'il faut pour faire une protéine animale, c'est grotesque, surtout qu'avec l'augmentation permanente de la population mondiale, voilà, la Terre ne peut pas supporter tout ça. Vous savez, c'est une phrase que j'adore, qui est le grand chef Sioux qui disait, enfin, Sitting Bull, vous savez, le taureau assis, il disait toujours, ce n'est pas pour... oui, pardon, ce n'est pas pour l'homme que la Terre est faite, c'est pour la Terre que l'homme est fait. Voilà, c'est ça. Et voilà, il faut qu'on se réconcilie avec la Terre, qu'on se réconcilie avec notre planète et qu'on cesse de l'exploiter comme on l'a fait. Bon, tout ça, ce sont des vœux pieux, vous savez très bien. C'est un discours qu'il faut... Voilà, c'est une bataille permanente que nous autres, on doit mener en permanence. Mais à la sortie
cette épidémie, les gouvernements ne vont pas se réunir pour dire voilà comment on peut gérer mieux les choses. Non, non, ils vont faire en sorte que voilà, ça reprenne le plus vite possible parce que c'est l'urgence. Et je crois que c'est l'urgence aussi des populations parce que bon, ces idées de décroissance qui fleurent de temps en temps, moi je veux bien, mais comment dire, quand on regarde la population mondiale, elle est sortie, une grande partie de la population mondiale est sortie de l'état d'extrême pauvreté. C'est près d'1 milliard d'humains qui sont sortis de cet état d'extrême pauvreté. On ne va pas les faire retomber demain parce que voilà, il faut en finir avec la croissance. Il faut de la croissance, il faut redistribuer mieux les richesses, enfin, tout ça, on est d'accord là-dessus. Mais, et puis surtout, une croissance un peu, comment dire, raisonnable, raisonnée, comme on dit en agriculture. Une croissance raisonnée et non pas une croissance à tout prix. Et c'est vrai qu'il y a ce film de Michael Moore qui montre très bien voilà, toutes les limites du monde d'après. Vous voyez, quand c'est un de ses associés qui a fait ce film où on voit tous les dangers de la nouvelle économie verte. Et il y a ce moment absolument merveilleux à Détroit où est interviewé un type qui fait des voitures électriques et on lui demande mais comment elles sont alimentées les voitures électriques? Ah, bah, par l'électricité. Et comment elle est produite l'électricité? Eh ben, par des centrales à charbon et à pétrole. Voilà. Voilà, ça, c'est peut-être. Il faut réfléchir à ça. Ne tombons pas dans tous les panneaux. Et bon, en France, c'est vrai qu'on a une personnalité très populaire qui est Nicolas Hulot, l'homme aux 6 voitures, qui adore l'hélicoptère, etc. Bon, comment vous dire? Je crois qu'il faut mettre sa vie en harmonie avec ses idées. C'est déjà principal. Et c'est ce que je recommanderais à tous les politiques, déjà. On revient à l'honnêteté dont vous nous avez magnifiquement expliqué. Et un petit peu, c'est une ligne de vie, une ligne de créativité, une ligne de professionnalisme chez vous, à tous les deux. Merci mille fois, Paul. C'était exceptionnel. Merci infiniment, France-Olivier. On vous attend en Israël et l'invitation est ferme et on vous fera connaître notre pays. Je vous donne rendez-vous le 7 juin pour une magnifique rencontre avec Elnet qui fait énormément pour renforcer les liens entre la France et Israël dans tous les domaines, culture, politique, économie, avec notre ami Paul Amar. Et ça a été absolument une joie extraordinaire. On a eu énormément de questions, mais qui revenaient sur ce dont vous avez déjà parlé, sur l'Europe, sur le fait que Macron et la France sont un petit peu quand même décalés d'une manière un peu hostile par rapport à Israël, mais tout ça, vous en avez parlé. Donc, vous nous avez donné toutes les réponses qu'on attendait. Je vous remercie infiniment à tous. Un petit mot de la fin, Paul? Non, mais écoutez, je vous remercie. Cet échange a été absolument passionnant. Et la tête de Franz a beaucoup travaillé, ses pieds ont beaucoup souffert. Donc, c'est très bien de le libérer. Ah non, parce que les moustiques ne sont pas attaqués. Les moustiques ne sont pas attaqués au visage, mais aux pieds. Voilà, un petit produit. En tout cas, merci beaucoup. Il y a un produit israélien formidable dont je vous donnerai des tubes. Ici aussi, mais comme on est en direct, je n'ai pas osé m'absenter pour aller le chercher, mais il est à 5 mètres de moi. Là. Je prends tout de suite, je vous ai dessus. Merci Claude, merci Franz. Au revoir à tous, merci. Au revoir.